J'aimerais faire une vidéo pour expliquer un petit peu ce qui se passe avec les machines et pourquoi on voit de plus en plus qu'elles nous dépassent presque partout, si ce n'est partout en vérité. C'est-à-dire au niveau de leur capacité, ce qu'on pourrait mesurer de façon objective. Pas la conscience, mais par exemple les programmes qu'elles peuvent générer, les actions qu'elles peuvent faire, les raisonnements qu'elles peuvent nous indiquer, et que même la créativité qu'elles peuvent avoir. Et que en fait, tout ceci n'est pas réellement une surprise et que ça avait été anticipé bien à l'avance, même avant le premier ordinateur, même avant la conception théorique du premier ordinateur. Ça avait été déjà formalisé un tout petit peu dans un livre qui s'appelle Erewhon, qui avait été publié en 1872, enfin, il me semble, et qui repose en fait sur une interprétation darwinienne de l'évolution des machines. Donc à l'époque, on avait comme machine, tout au plus, les machines à vapeur. Et ce que s'était dit Samuel Butler, c'est que finalement, si on mélangeait à la fois l'évolution de Darwin et les machines, on pourrait percevoir qu'elles puissent évoluer. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire suivre une courbe d'évolution. Et le deuxième point, c'est de se dire peut-être que leur rythme d'évolution ne sera pas comparable au nôtre. Ce qui voudrait dire qu'on aurait d'un côté notre évolution à nous naturelle, l'évolution des hommes, et de l'autre l'évolution des machines. Et ce qui se dit, c'est, si ça se trouve, la façon dont elles évoluent est très différente de la nôtre, dans le sens, au minimum, où elle est beaucoup plus rapide que la nôtre. Donc en fait, on peut écrire ça de cette façon. Imaginons qu'on est en 1850, et que d'un côté, on a les capacités de l'homme, donc l'état de l'homme, et qu'on est capable, c'est-à-dire de façon objective, si on mesure avec des outils de test, on regarde les calculs qu'on est capable de faire, les choses qu'on est capable de mémoriser, etc. On est capable de X. Et de l'autre côté, on a en 1850 l'état des machines, de quoi elles sont capables. Donc juste finalement les machines à vapeur. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'elles sont capables de epsilon, c'est-à-dire n'importe quoi proche de zéro. Mais ce qui se dit, comme j'ai expliqué, c'est que la question, elle ne se retrouve pas dans l'état de ces machines, et le fait qu'au départ, on a des choses qui peuvent même pas additionner deux nombres, même 0 et 1, simplement de se dire que d'un côté, on a l'évolution naturelle, on va dire f de x, et on va dire que c'est égal à x, c'est-à-dire l'évolution dans le temps des gènes en fonction de l'aléatoire et de la façon dont les choses évoluent naturellement dans le monde. Et donc ce qui se dit, c'est ça, c'est notre évolution, et l'homme est lié à cet rythme d'évolution, c'est l'évolution de nos gènes, etc. Il se dit, ça se trouve, les machines, elles, évoluent à un rythme g de x qui est égal, par exemple, à x au carré. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais on peut le percevoir comme ça. Ce que ça veut dire simplement, c'est, en fait, même si elles sont à un état epsilon, leur rythme d'évolution est beaucoup plus rapide que le nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quel que soit votre epsilon, si vous prenez une courbe, ce que vous allez avoir, donc faites un graphe des deux fonctions, tracez le graphe des deux fonctions, et d'un côté vous avez le temps t, et de l'autre vous avez les capacités E qu'on mesure avec des fonctions de mesure assez objectives de ce qu'on est capable de faire. Ce qui se dit, c'est, on a donc f de x, ici, et de l'autre côté, en fait, on va avoir g, et en fait, quel que soit le epsilon qu'on va choisir, ce qu'on va avoir, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est pas très bien tracé, ça monte un peu vite, mais en gros, on prend ce que je veux faire, qui nous dit que, au bout d'un certain temps, on se retrouve à dépasser totalement l'homme, c'est-à-dire les capacités de l'homme, même si on avait commencé très très bas et que c'était imperceptible, presque, la capacité d'évolution des machines. Donc il se dit ça, et il faut voir quand même le niveau d'anticipation qu'il faut avoir, parce que là par exemple on est peut-être en 1950, au milieu, où les machines sont capables de presque rien, c'est faire des additions, et il faut réussir à anticiper le fait que les choses vont évoluer de cette façon, à cette vitesse. Donc vraiment comprendre que le problème ne se situe pas dans ce dont elles sont capables, c'est-à-dire les données précises d'aujourd'hui, mais bien d'avoir une vision plus globale de comment les choses évoluent. Quand même, il reste une question, et d'ailleurs finalement le point crucial qui permet de valider, on va dire, cette théorie, c'est comment se fait-il que les machines soient capables de monter plus haut que ça? Parce qu'on pourrait considérer que certes elles évoluent,
mais qu'elles finissent par s'arrêter ici. En fait, elles ne suivent pas vraiment G, mais elles suivent une fonction H qui s'aplatit tout simplement parce que les hommes sont capables de faire des choses que les machines ne sont pas capables de faire. Par exemple, ce qui est souvent pris en exemple, c'est le problème de la créativité, c'est-à-dire comment se fait-il qu'une machine puisse faire preuve de créativité? Ça, c'était l'argument d'Ada Lovelace. C'était de dire simplement quand on crée une machine, on sait à l'avance, plus ou moins, ce que la machine va faire. Donc ce que ça veut dire, c'est que on se retrouve avec une courbe qui est à peu près égale à celle-là, c'est-à-dire ils sont capables de faire plus de choses, mais il reste un gap qui est celui de la créativité et des points sur lesquels elles ne sont pas capables de nous suivre. Et finalement arrive Alan Turing qui propose une conception des choses différentes et il se dit le problème de la créativité, c'est un problème d'échelle. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on appelle créativité, c'est le fait d'avoir suffisamment de paramètres ou de neurones, par exemple pour l'être humain, de telle sorte qu'on finisse par être capable de faire beaucoup plus de choses et d'être créatif. Et que le problème vient d'un problème de taille. C'est-à-dire, il nous faut des machines plus grandes. Et si on avait des machines plus grandes, on se rendrait compte, et plus puissantes, on se rendrait compte qu'elles sont capables de faire beaucoup plus de choses et qu'aujourd'hui, si elles sont capables de rien et juste de faire des additions, c'est simplement un problème d'échelle. Donc il s'était dit ça, ce qui quand même, pour l'époque, était assez révolutionnaire de pouvoir anticiper quelque chose comme ça. Et il s'était dit également, comment on va faire pour programmer ces machines? Il faut se rendre compte que on a un nombre d'humains limité, et que même si on écrit tous des programmes, ça va pas suffire à faire une évolution exponentielle, parce qu'on écrit tous un nombre de programmes P par jour. Si on est, disons, plusieurs milliards, on va écrire P milliards par jour, et ça va pas monter plus vite. Donc on va être très rapidement limité par notre capacité à écrire des programmes qui permettent de créer cette créativité, etc. Et c'était dit la chose suivante, c'est que ce qu'il fallait faire, c'était pas d'écrire nous-mêmes le programme, mais de trouver un système qui permette un excipient, alors je sais plus exactement, c'est pas excipient le mot, mais un expédient, voilà, un expédient qui nous permette de rendre ce processus bien plus rapide. L'expédient dont il parle, en fait, c'est l'entraînement. Il imagine une situation où, au lieu de donner aux machines, au lieu d'écrire le code, on va avoir un noyau, un kernel, disons, très simple, de quelques centaines de lignes, quelque chose qui est comparable un peu au cerveau humain d'un bébé, une logique simple, et que simplement par entraînement, en donnant par des professeurs presque, qui donneraient des données aux machines, elles finissent par elles-mêmes ces données par écrire le programme. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si on regarde le code des intelligences artificielles, on est sur quelque chose qui fait 100 lignes. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais réellement, si on regarde le code Python qui va permettre de faire ChatGPT, etc., on est sur moins de 1000 lignes, clairement. La structure est très simple. Mais ce qui change tout, en fait, c'est qu'on ne programme pas ces IA. Elles sont programmées par les données directement. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elles font. A priori, en tout cas, de les analyser ou de regarder le résultat qu'elles donnent. Mais donc voilà, à partir de là, ce qui a été vu, c'est ça. Et ces arguments-là, en fait, c'est ça qui nous permet de dire qu'elles vont pouvoir nous dépasser, puisque si elles étaient capables de rien, c'était un problème d'échelle. Et comment on va faire pour les programmer? On ne va pas les programmer. On va utiliser l'expédient des données, plus un petit kernel, pour accélérer tout ça. Et si leur évolution est plus rapide que la nôtre, c'est simplement parce qu'elles ne suivent pas la loi de l'évolution, puisque c'est nous, par notre intelligence, qui développons ces machines. Donc voilà un petit peu ce qui avait été prévu. Se rendre compte, on est en 1950, on est 100 ans quasiment avant notre ère. Voilà ce qui a été prévu à l'époque,
avec quasiment rien, hein, on devait être là, sur l'évolution des choses, et également ce qui a été prévu sur le comportement humain. Donc comportement humain des gens et de ce qui allait se passer, ça va être Samuel Butler. Et le fait que théoriquement tout ceci puisse arriver, non pas sur le rythme d'évolution, mais qu'il n'y ait pas de limite à ce rythme d'évolution, ça va être plutôt Alan Turing. Et si on combine en fait ces deux approches, on se rend compte, ben oui, c'est qu'on arrive à une situation où les hommes sont dépassés par les machines, parce que l'évolution est plus rapide, et parce qu'il n'y a pas de limite de capacité à ces machines. Donc voilà, et puis ensuite sur ce qui est du coup notre réaction à ça, ce qui avait été décrit très bien par Alan Turing, c'est simplement de dire que tous ceux dont leur métier repose sur leur intelligence et leur supériorité intellectuelle vont largement subir les effets de ça. Il prédisait déjà que ce qui allait se passer, c'est qu'on allait se mettre en concurrence avec les machines en se disant que nous, on allait faire mieux qu'elles ici et là, mais que c'était peine perdue. Donc voilà, dès 1950, deux choses. Premièrement, ça explique la situation actuelle avec les machines, et où est-ce qu'on en est, et pourquoi les choses sont comme ça. Et deuxième point important, si vous regardez les news, aujourd'hui, dites-vous bien que pour comprendre tout ça, il suffisait d'aller lire un bouquin de 1850 et des notes de 1930, ou 1930-1950. Donc ça sert strictement à rien de s'intéresser précisément à l'état de l'art il y a 3 jours, et de se renseigner vraiment sur quelle est l'évolution majeure hier, parce que tout évolue très vite comme on l'entend. Ça sert à rien du tout. Vous allez prendre un bouquin de 1950, vous allez comprendre absolument tout de l'époque actuelle. Il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà.